Au lendemain de la proclamation de l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960, les autorités de l'époque ont élaboré et mis en œuvre une politique d'industrialisation car convaincus qu'il n'y a pas d'indépendance politique sans celle économique. Cette politique contenue dans un plan quinquennal a abouti à la création de nombreuses unités industrielles permettant ainsi de réduire de 60% les importations des produits de première nécessité. C'est ainsi que dans le cadre du premier plan quinquennal, il a été créé des unités industrielles nous permettant de produire du sucre, de l'huile, du savon. Tout cela a permis, dans le cadre du premier plan quinquennal, qui est allé du 18 octobre 1961 à 1966, de faire en sorte que, en ce qui concerne les produits de première nécessité, huile, savon, sucre, nous étions arrivés à satisfaire le besoin national à 60%, alors qu'à l'indépendance, 100% de ces produits étaient importés. Toutes ces unités industrielles appartenaient à l'État, mais la plupart d'entre elles ont été fermées ou privatisées, soit à cause de la mauvaise gestion, soit à cause de l'inefficacité des politiques économiques adoptées par les différents régimes qui se sont succédés, ou encore les programmes d'ajustement structurel imposés au Mali par les partenaires financiers dans les années 80. Je dirais même que la mauvaise gestion, c'est un raccourci. En réalité, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que pendant longtemps, les organes d'administration et de gestion de ces sociétés ne fonctionnaient pas correctement. Les états financiers n'étaient pas élaborés à temps et étaient en retard. Ça a fait que les conseils d'administration ne pouvaient pas se tenir. Et donc, tout ce qu'on pouvait avoir comme mesure de redressement éventuel face à des difficultés d'une société n'existait pas. Bon, en plus de cela, évidemment, il y avait eu des problèmes de qualification et de compétences. Il y a aussi évidemment la libéralisation. La libéralisation a fait qu'on a fait appel à d'autres acteurs et de nouveaux talents pour s'exprimer éventuellement sur le marché, dans l'économie. Et ceci a entraîné évidemment un resserrement au niveau des capacités en ressources humaines et a fait que de moins en moins de compétents et de qualifiés étaient dans les sociétés d'État. Donc la libéralisation a eu quand même cet effet de concurrence sur le marché du travail et a fait que les meilleurs disant, offrants étaient les mieux servis. Le programme d'ajustement structurel est arrivé ici en 1980. Et ces programmes d'ajustement avaient des conditionnalités très drastiques, avec des coûts sociaux très élevés, et qui ont fait que l'État n'avait plus suffisamment de maîtrise pour pouvoir encadrer et orienter à sa guise les sociétés d'État. Ainsi, l'État s'est désengagé de la Société malienne d'importation et d'exportation SOMIEX, comme l'exigeait un accord conclu avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. Le Mali a entamé ses premières négociations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire, je pense, si je me rappelle, en 1979, 1978, et a signé, disons, ces programmes, les premiers programmes en 1981. Et tout le monde sait, quand la Banque mondiale et le Fonds monétaire arrivent dans un pays, a priori, le premier pas, c'est la libéralisation de l'économie. Donc, ces programmes ou ces engagements de l'État ont fait que l'État devait se retirer de toutes les entreprises et sociétés d'État pour laisser la place au secteur privé. C'est ainsi que la SOMIEX a vu se réduire ses activités, aussi son personnel, entre 1900. Ainsi, les 400 travailleurs de la société ont été licenciés et pourtant ils ont fait des sacrifices pour éviter cette fermeture car ayant renoncé à la prime de rendement qui représentait 30% de leur salaire. En tant que secrétaire général, en relation avec les travailleurs, je me suis engagé à laisser tomber, à annuler cette prime de rendement pour que les boutiques et le personnel demeurent. Les travailleurs ont fait ce sacrifice-là. Et on nous avait donné la garantie
qu'on ne fermerait pas si vous arrivez à laisser cette prime de 30%. Nous l'avons fait en Assemblée générale. Malgré tout, on est allé quand même à la compression. J'ai vu que quand on devait licencier les 400 travailleurs, j'étais directeur administratif et social de la SOMIEX. Paix en son nom, Brahma Bokoum était directeur général. Et quand il m'a fait part de ce licenciement, effectivement, c'est la commission de licenciement devait être présidée par le directeur administratif et social que je suis en tant que secrétaire général aussi. Je l'ai dit d'accord, j'ai entendu, je suis retourné dans mon bureau et j'ai fait une lettre, j'ai démissionné. Dans la même heure, je l'ai remis ma démission. Vous pouvez aller licencier les gens, mais pas avec moi. Et j'ai fait une assemblée générale pour informer les travailleurs. Bon, tout ça, d'après eux, raison d'État oblige, on est quand même venu à la fermeture de la SOMEX comme tant d'autres sociétés. Mais les travailleurs que nous sommes, nous avons demandé, encore une fois, de garder nos primes de réinsertion et de nous donner certaines succursales dans Bamako. Nous avons choisi un certain nombre de cercles, une dizaine environ, pour qu'on les mette à la disposition des travailleurs. Nous avons choisi 150 travailleurs pour continuer l'activité de la SOMIEX. Une fermeture regrettable, d'autant plus que la SOMIEX s'occupait du ravitaillement du pays en produits de première nécessité et divers autres produits à travers ses succursales installées dans tous les pays. Elle avait 11 000 références de produits qui étaient vendus au même prix dans toutes ses boutiques. Il y en avait plusieurs. On ne peut pas en citer tous. On va peut-être se limiter aux produits de première nécessité, dont le sel, le sucre connu, et l'huile, parce que toute la production en son temps de l'usine, les Icoma, était vendue par la SOMIEX. Disons, du matériel de construction, du textile, de la quincaillerie, un peu de tout. Les activités, sinon, les marchandises avaient une telle gamme de variétés qu'en fait, les populations retrouvaient tous leurs besoins dans une succursale quelconque, au niveau local ou au niveau régional, et aussi dans le district de Bamako. La SOMIEX avait une politique de prix telle que, encore une fois, de Kay à Kidal, on vendait les marchandises au même prix. Ça peut étonner tout le monde, mais c'est un système de calcul de prix qui amenait la SOMIEX effectivement à amener les marchandises partout dans le nord. Les gens se disaient, mais comment se fait-il que le prix soit le même prix à Kidal, qui est là-bas dans le nord, et à Kay à la frontière, en voyant un peu tous ces parcours à traverser. Donc, c'était quand même une très bonne politique de prix. L'ancien responsable syndical de la SOMIEX rejette l'argument de la mauvaise gestion avancé par les autorités de l'époque et leurs partenaires pour fermer ou privatiser certaines sociétés et entreprises d'État. Partout, on a fermé, on a parlé beaucoup de mauvaise gestion dans toutes les entreprises d'État. Malheureusement, le Fonds monétaire et la Banque mondiale n'ont pas fait mieux. Malheureusement, autant la Banque mondiale que le Fonds monétaire ont reconnu effectivement leurs erreurs dans ces programmes d'ajustement structurel où nous avons perdu beaucoup, surtout sur le plan social, sur le plan économique. Et jusqu'à présent, nous sommes dans ce programme, en train de nous retrouver. Alors aujourd'hui, je pense que les produits ils sont beaucoup plus chers qu'ils ne l'étaient quand la SOMIEX existait. Ça a été un échec, parce qu'en réalité, je ne me souviens plus à quelle année c'était, mais à l'occasion d'un sommet des chefs d'État de l'Union africaine, les responsables de Bretton Woods, les présidents des deux institutions, sont venus reconnaître devant ce sommet des erreurs dans les programmes d'ajustement structurel. Ce qu'on peut regretter, c'est que les chefs d'État n'en aient pas profité pour leur demander réparation des préjudices que nous avons subis et surtout d'exiger que dans les programmes d'ajustement
à venir, s'il y avait des programmes à corriger, qu'on puisse impliquer profondément les cadres nationaux dans la conception, dans l'exécution de ces programmes-là. Bon, ce qui n'a pas été fait et c'est dommage. La société de construction radioélectrique du Mali, Socoram, la société des conserveries du Mali, Sokoma de Baguineda, la société des produits oléagineux du Mali, Sepam de Koulikoro, ont connu le même sort que la Somex. À la mauvaise gestion s'ajoute le manque de pièces de rechange pour les équipements et des matières premières. La Socoram était une société d'économie mixte, dont le capital était détenu à 40% par des étrangers. Et comme vous l'avez dit, c'est une société de construction radio. Pour ceux qui ont connu la Socoram, ils doivent se souvenir que l'équipement et le personnel de la Socoram étaient installés dans une villa administrative à côté du lycée Askia Mohamed. Et c'est de là-bas qu'ils faisaient les radios, mais c'était des radios d'ondes courtes. Et je pense que l'arrivée de la modulation de fréquence, les problèmes d'approvisionnement en pièces de réchange ont créé beaucoup de difficultés dans cette société, au point que les actionnaires se sont retirés et ont laissé la société en autogestion au personnel. Bon, apparemment, ça aussi, ça n'a pas marché. C'est comme ça que la Socoram a disparu. Alors, quant à la Sokoma, qui est devenue par la suite la Socam, c'est une société qui a été créée sur des bases peut-être pas très bonnes, parce qu'on s'est aperçu par la suite que l'équipement était un équipement italien d'occasion qui avait transité par la Yougoslavie et qu'il a offert à notre pays pour faire des conserves de tomates. En réalité, Baguinda regorgeait de tomates à l'époque. En vue d'éviter le pourrissement durable de ces tomates-là, on a installé cette entreprise, cette société. Bon, en réalité, cette société aussi, très rapidement, a fait face à des sérieux problèmes d'approvisionnement en pièces de rechange. Comme je vous ai dit, c'était un équipement d'occasion qui venait d'Italie, mais qui nous a été offert par la Yougoslavie. Et le circuit était très long et les équipements devenaient difficiles à entretenir. Et par la suite, il y a eu aussi la difficulté de l'approvisionnement. Parce que, étant à côté du marché de Bamako, les paysans avaient de meilleurs prix à Bamako que par la Sokoma et donc préféraient venir vendre leurs produits à Bamako plutôt qu'à la Sokam. Et aussi, bon, je pense qu'il y a eu aussi des difficultés, surtout dans la fourniture d'électricité. C'est ainsi que cette société aussi a disparu de notre paysage. La CEPOM, c'est un peu différent. La CEPOM était une usine de traitement d'arachide. À l'époque, notre production d'arachide était à un top niveau, au point que nous avions pu construire une deuxième usine d'arachide dans la zone de Kita, qui était la CEPAMA. Mais la CEPOM a été confrontée à des problèmes de gestion. Effectivement, tout le monde doit se souvenir des scandales financiers qu'on avait connus à la CEPOM à l'époque, au point que un des directeurs, qui était un binational, a fini par prendre la clé des champs et aller se réfugier dans son second pays. Et affronter à ces problèmes de gestion et à ces problèmes d'approvisionnement de matières premières, parce qu'avec l'apparition de la l'aflatoxine, notre production d'arachide a beaucoup chuté. Donc il y avait des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Alors pour trouver une solution à cela, la CEPOM a été absorbée par la CMDT, qui l'a ajoutée à son usine Yukoma pour en faire des unités de trituration de tourteaux de coton. L'État a travaillé à l'encadrement des activités des sociétés et entreprises d'État à travers la formation de leurs gestionnaires. L'État n'est quand même pas resté premier propriétaire des sociétés et entreprises d'État. Il a tout fait
pour encadrer les activités, alors pour essayer de renforcer les capacités humaines. Il avait été créé ici un institut de productivité et de gestion prévisionnelle IPGP dans le temps et qui formait les cadres de l'administration et les cadres des sociétés et entreprises d'État. En plus de cela, pour essayer de remettre à niveau les conseils d'administration, le ministère de tutelle à l'époque avait organisé une série spéciale avec des experts comptables pour pouvoir rattraper tous les retards de bilan pour éviter que les conseils d'administration ne se tiennent pas. Donc tous les conseils d'administration se sont tenus et on a pu les remettre à jour. Certes, l'Office des produits agricoles du Mali OPAM n'a pas été fermé, mais il a connu 3 mutations de sa création en 1965 à nos jours. L'Office a perdu le monopole de la collecte et de la commercialisation des produits céréaliers qu'il détenait pendant plus de 2 décennies. Il fixait les prix des céréales collectés auprès des producteurs. Mais à partir des années 80, et c'est pendant 40 ans, ses missions se résumaient à la gestion du stock national de sécurité alimentaire, du stock d'intervention de l'État, des aides alimentaires, des stocks sous-régionaux, la location des magasins à des particuliers, la certification des céréales, des missions qui ont été redéfinies par une nouvelle loi adoptée le 15 août 2023 par le Conseil national de transition. Nos missions publiques restent aussi, les missions commerciales aussi, mais on les a renforcées. C'est-à-dire, entre autres missions publiques, on avait, c'est-à-dire la gestion des stocks nationaux de sécurité, comme le stock national de sécurité, le stock d'intervention de l'État. On avait la gestion des aides alimentaires octroyées au pays. Et on a maintenant les missions commerciales, la location de nos magasins, la caisse de détention, le warrantage qui continue. Mais ce qui a fondamentalement changé par rapport à nos nouvelles missions, c'est par exemple le soutien du marché céréalier à travers le SIE. Ensuite, le besoin de s'adapter aux nouvelles technologies, puisque l'OPAM n'évolue pas seul, il évolue dans un ensemble, un dispositif qui tourne autour du commissariat de la sécurité alimentaire. Et ce qui était important aussi, c'est la gestion communautaire et régionale. Ce n'était pas dans les textes. L'OPAM avait en chair les réserves sous-régionales de la CEDEAO de l'UMOA, mais on n'avait pas de textes qui nous appuyaient. Une innovation majeure, cette loi renforce le rôle des régulations des marchés agricoles de l'OPAM. On a dans les pipes la mise en place des boutiques témoins. Comme vous le savez bien, l'OPAM est la structure avec la SOMIEX qui ont vraiment damé le pion à toutes les sociétés et entreprises d'État dans la décentralisation. Parce que partout, on part dans les chefs-lieux de cercle, des régions, il y a un magasin de l'OPAM. Donc, on a eu à faire des ventes d'intervention. Mais c'était très limité au niveau des cahiers dans les régions un peu déficitaires. Maintenant, tant que la sonnette d'alarme est tirée, les régions déficitaires, on met en branle maintenant les boutiques témoins. C'est pourquoi, dans la politique d'achat et de reconstitution cette année, le pays, les autorités ont bien voulu doter l'OPAM d'une marge monétaire financière suffisante, c'est-à-dire on a eu à contracter un prêt BEAD de près de 25 milliards pour reconstituer le stock à un niveau maximal. Et le stock national de sécurité à 35 000 tonnes, le SIE à 21 230 tonnes. Maintenant, ces 21 230 tonnes seront positionnées à proximité de la population. À chaque fois que la sonnette d'alarme est tirée sur un prix qui veut prendre l'ascenseur, nous allons intervenir pour vraiment réguler le marché. L'OPAM pourra aussi faire des ventes d'intervention à des prix qui seront fixés de commun accord avec l'Observatoire des marchés agricoles. Normalement, les prix de cession ne doivent pas être les mêmes partout, compte tenu de l'élongation des distances
et des frais d'acquisition, parce qu'il y a le transport qui va se greffer au prix d'achat. Mais l'État a fait un effort particulier cette année, c'est qu'à l'acquisition, le prix est inclus, à l'acquisition des transports est inclus, pour mettre les stocks à proximité. Maintenant, lors de la cession des prix, bien sûr, on va tenir compte des prix pratiqués sur le marché. C'est pourquoi, tantôt je disais que le PAM n'évolue pas en rang isolé, on est dans un dispositif. L'observatoire des marchés agricoles va nous donner les prix par région et l'OPAM va céder à un prix inférieur sans faire la concurrence déloyale, mais que tout le monde puisse avoir accès et que les céréales ne puissent pas prendre l'essentiel, que les prix ne prennent pas l'essentiel pour les consommateurs. L'OPAM est également chargé d'assurer les ravitaillements corrects des services reconnus d'utilité publique, notamment l'armée, les forces de sécurité, les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires. Ajouté à cela, l'approvisionnement des zones déficitaires au profit des populations vulnérables en cas de crise alimentaire, de sinistres ou de catastrophes. Je voulais parler des boutiques témoins que l'OPAM va avoir dans les délégations à proximité. On a des délégations à Caille, où on intervenait très souvent, mais on va approvisionner les délégations à Gao, parce qu'il y a eu beaucoup de déplacés. L'État ne peut pas toujours continuer, on s'est dit que la politique de donner toujours ne peut pas suffire. On donne à un temps moins. Après, le reste de l'année, la vulnérabilité n'est pas dissoute pour autant. Donc, il faut que ces personnes déplacées puissent avoir le céréal à un coût vraiment abordable. Donc, on va doter les directions régionales de Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou, où les besoins vont être identifiés. Et chaque fois que le système d'alerte précoce identifie une alerte, elle est définie, quantifiée, nous on intervient. Autre structure qui peut jouer, parce qu'on a aussi un protocole avec le ministère de la Sécurité, de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Protection civile, qui peuvent intervenir à travers les directions de protection civile en cas de cynisme. Ils peuvent intervenir jusqu'à un certain seuil, c'est-à-dire 1 tonne, en attendant la mise en action des autres chaînes d'assistance. Donc ce protocole est là, signé avec eux, on met à leur disposition, à travers nos magasins, ces stocks aussi. Pour faire face à ces nouvelles missions, l'OPAM est en train de renforcer ses capacités de stockage avec la construction de 3 nouveaux magasins qui auront une capacité de 5 000 tonnes, ce qui portera à 148 000 tonnes la capacité de stockage de l'Office à travers les pays. Contrairement à l'OPAM, la Société nationale des tabacs et aliments du Mali détient toujours le monopole de la production et de la commercialisation du tabac sur l'ensemble du territoire national. Nous avons les capacités pour approvisionner le marché malien en produits du tabac. Et cela nécessite des investissements permanents et réguliers de la part de la SONATAM. C'est des investissements en termes de production, mais c'est des investissements aussi en infrastructure commerciale. Pour vous donner un exemple, le dernier gros investissement que nous avons fait à la SONATAM consiste à produire localement la marque Denil International, pour lequel la SONATAM a dû investir une dizaine de milliards il y a de cela 2-3 ans. Créée en 1965, la SONATAM, qui est le fruit de la coopération sino-malienne, tout comme d'ailleurs l'OPAM, est devenue une société anonyme en 2000 dans laquelle l'État est l'actionnaire le plus important avec 38%, les restes des actions étant détenus par des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, elle fabrique 3 marques de cigarettes et en importe une. Elle produit 4,5 milliards de tiges de cigarettes par an. Considérée comme le fer de lance de l'économie malienne, la SONATAM a créé des milliers d'emplois directs et indirects, mais elle fait toujours face à la fraude. La SONATAM possède toujours ce monopole, je dirais pour le plus grand bien de l'État, parce que ça permet une meilleure collecte fiscale pour l'État malien, et ça permet aussi de lutter de manière beaucoup plus efficace contre la contrebande et les produits illicites de tabac au Mali. Grâce au soutien
de nombreux services de l'État, à commencer par la police, la gendarmerie nationale, la douane, les services de commerce intérieur aussi, avec qui nous avons des partenariats. Nous pouvons lutter de manière efficace contre la contrebande des produits du tabac au Mali. La Sonatam est l'une des rares sociétés et entreprises d'État à avoir échappé à la privatisation totale, l'État n'ayant pas voulu la céder au privé qui la convoitait. C'est d'abord le soutien de l'État à travers le contrat de performance que l'État a accordé à la Sonatam, qui permet à la Sonatam de lutter de manière efficace contre la contrebande, parce que ce qui aurait pu tuer la Sonatam, c'est la contrebande des produits du tabac. Donc c'est d'abord le soutien de l'État pour répondre à votre question. Ensuite, l'arrivée des partenaires techniques et financiers et je dirais aussi la discipline de gestion que l'équipe de Sonatam que vous voyez autour de moi pratique au quotidien. Un exemple qui doit inspirer les gestionnaires des autres sociétés et entreprises qui sont encore dans les girons de l'État.